Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de présenter Stelior chez vous en Argentine et son travail et son collège scientifique. Donc Stelior, c'est un centre international d'information et de recherche et d'études des troubles du métabolisme et du comportement chez l'enfant et chez l'adulte. C'est un collège scientifique qui donne des informations pour les thérapeutes, pour l'école que nous avons développée ici en Suisse. Nous avons nos locaux au centre de Genève au Quai du Seuget. Le collège scientifique, il est composé de professeur Boydale, président, toxicologue américain, professeur Reichelt, norvégien, ensuite professeur Picot, toxicologue français, et virologue Madame Myriam Kesteter, et bien évidemment ils sont nombreux et tous, chacun dans son domaine, bactériologistes comme le professeur Bernard Berthet, le professeur Maurice Rabache, professeur dans la toxicologie alimentaire. Tous apportent leurs travaux et un grand savoir dans le sujet de l'école pour qu'on puisse former vraiment des élèves de très haut niveau et avec beaucoup de compétences. Vous voyez, là on a encore la suite du collège scientifique avec le professeur Michel Georget, le professeur Borghese qui s'occupe des traitements pour l'autisme, de la parole, de la motricité, etc., que je vous présenterai un petit peu plus en détail. On a des immunologues, des spécialistes dans tous les domaines pour qu'on ait une qualité irréprochable dans les diplômes. Le rôle de ce collège, c'est de chercher la concertation, la réalisation des formations spécifiques aussi dans des domaines des pathologies, le développement, beaucoup d'outils aussi des analyses qu'on a vraiment un grand besoin de savoir les interpréter. Ça ne suffit pas à faire des analyses et pas les interpréter. Donc tout ça c'est personnalisé. Ensuite, comme vous voyez, il y a l'école de nutridétoxicologie, toxicologie, d'audiophonopsychologie, d'orthognathie du professeur Borghese, l'homéopathie avec le professeur Kemoun, etc. Et une école, bien évidemment, de cuisine, que c'est très important. Cette école de nutridétoxicologie, que c'est bien sûr la vedette dans ce domaine où il y a le plus de formation, qu'il a des élèves qui viennent de plusieurs pays, qu'ensuite ils vont faire un traitement, l'accompagnement et le suivi des patients, et elles doivent des fois pas seulement diriger une région, mais sont à la tête d'un pays, mais on reste quand même toujours très liés. Ici, c'est la méthode complète qui est sortie de mes entrailles, entre guillemets, en ayant toutes ces années d'expérience clinique et d'observation. Et là, sur la toxicologie et les dégâts sur les organes et comment cette toxicologie prend le dessus. Je vous donnerai quelques petits détails. Elle est très complète, elle est très claire. Et ça, c'est l'apprentissage des élèves, que c'est seulement quand ils pourront expliquer la toxicologie et tous les dégâts qu'il fait et tous les métabolismes et les blocages qu'elles pourront avoir leur diplôme. Donc on part avec l'impact de la toxicologie, qu'elle est vraiment aujourd'hui dans beaucoup de domaines, et c'est de la savoir la synergie qui forme
entre eux et savoir où elle est, cette toxicologie. Donc on étudie vraiment l'environnement et l'impact sur la toxicité de tel et tel organe. Ensuite, on va vraiment étudier les toxiques entre eux et surtout où ils se trouvent dans l'agroalimentaire, la pharmaceutique, dans les cosmétiques, etc. Donc c'est des études très très approfondies en toxicologie environnementale et les dégâts et les synergies que vous allez voir que ça fait sur l'être humain. Donc là vous voyez qu'elle est pour chaque personne, on va individualiser sa propre toxicologie. Beaucoup de toxicologie, bien des amalgames dentaires, et on a beaucoup de mamans qui ont des amalgames qui étaient posés pendant leur jeunesse ou leur enfance, qu'il faut aider à la déposer. Et donc chez Stelior, grâce à ces scientifiques du collège scientifique, on a vraiment mis en place des protocoles très très sécuritaires, donc avec masque, avec digue, des aspirations et tout ça, avec les dentistes. On fait des formations spécifiques pour les dentistes pour qu'ils prennent conscience les dégâts que ça fait cette toxicologie si on la laisse telle qu'elle. Et surtout si on l'enlève, ce sont des précautions très pointues. Donc cette toxicologie qu'on a en bouche, ça va dans l'organisme et ça va faire des dégâts, vous allez voir, dans différents organes. Donc quand on a la possibilité d'être une jeune femme et qu'on peut procréer, il faut faire attention de ne pas faire des enfants tératogènes, donc déjà qui naissent avec des gros problèmes, mais surtout donner toutes les chances de ne pas transmettre cette toxicité à travers le fœtus de grand-maman à maman et à la fille, etc. Et que ça fasse un transfert placentaire continu. Et les enfants, ils seront de plus en plus touchés. En plus, on vient avec une toxicologie souvent vaccinale sur des enfants qui sont déjà très très limites, mais qui n'ont pas été tératogènement abîmés, ça peut à ce moment-là faire un autre défaut sur les villosités, sur les parois, hématoencéphalite, etc. Je vous donne quelques détails à la suite de tous ces méthotraces qui vont être dans le transfert placentaire. Je pense que ce sera la première fois que vous entendez un peu parler que ces méthotraces, transferts placentaires, etc., que ce soit tératogène ou mutagène, vont toucher les MMP, celles qui nous ont créées depuis le début. Nous sommes entièrement faits et conçus par, d'appeler bien évidemment le plan de fabrication de nos gènes, mais après, nous sommes conçus par cette famille de matrix métalloprotéines, protéinases, qui vont nous fabriquer. Et durant toute notre vie, ils vont être à notre garde pour toujours réparer nos organes, nos blessures et nous développer, nous aider à grandir, etc. Mais si elles sont touchées par des toxiques et surtout par le mercure, là on aura des grands problèmes et la recherche médicale aujourd'hui, c'est bien que ces agents toxicomercuriels, etc., sont impliqués dans le réseau des dégâts de ces MMP qui touchent beaucoup d'organes. Entre autres, ils vont toucher la paroi hématoencéphalite et la paroi intestinale et tout notre cardiovasculaire. Et aujourd'hui, on le sait, la science, elle sait très bien qu'elles sont responsables de beaucoup de dégâts.
Là, on voit comment se passe dans le corps humain. Je vous décris un tout petit peu de ces diverses intoxications. Une fois que ces MMP sont activées par le mercure, celles-ci deviennent agressives et vont attaquer la membrane, vont attaquer le collagène de nos intestins, le collagène de nos membranes hématoencéphaliques, le collagène de tout. Et le mercure fait que notre collagène il est détruit et donc notre intestin il est en souffrance et on va faire des inflammations. L'inflammation apporte d'autres problèmes aussi de mauvaise dégradation et bien sûr on va vers les pathologies. Ce collagène permet dans notre intestin et dans notre paroi hématoencéphalique de faire qu'on a une perméabilité et cette perméabilité laisse ensuite passer les peptides opioïdes dans le torrent sanguin. Et alors, à ce moment-là, ces peptides opioïdes vont encore causer d'autres problèmes que je vous parlerai aussi, mais c'est tout un réseau qu'il faut arrêter et connaître sur chaque individu qu'est-ce qui s'est passé et où il se trouve son problème. Parce que ces MMP vont aussi toucher tout le réseau à part le côlon, que ça donne les pathologies de la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, ça va aussi, comme vous allez voir, toucher encore le cœur et d'autres organes, et surtout les reins et tout. Mais quand déjà on a un problème de perméabilité intestinale et le mercure va toucher aussi les enzymes qui eux vont dégrader moins bien tous les aliments qu'on mange. À ce moment-là, il y a putréfaction, il y a développement de mauvaises bactéries, il y a une mauvaise absorption de ces aliments et bien évidemment aussi les vitamines ne seront plus transformées correctement et à la suite de tout simplement de ces dérèglements, vous allez vraiment enclencher que votre santé penche plutôt vers la maladie que vers la bonne santé. Et ces analyses que nous on fait chez Stelior, on apprend à savoir, à les analyser pour justement savoir si la personne elle penche déjà plus vers la maladie que vers la santé. Et c'est de remédier à ça. Et donc, comme dit le professeur Reichelt, une augmentation du passage dans la circulation sanguine de peptides alimentaires, qu'elles peuvent être aussi opioïdes comme celles du lait et du gluten, peuvent faire ce défaut, un dépassement de capacité de la dégradation. Et donc là, on va enchaîner plein de pathologies. Là encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'augmentation de la perméabilité, qu'elle va toucher les MMP9, va le plus souvent c'est par le mercure des dents, des vaccins, de l'alimentation, de l'environnement, va faire que tous ces métabolites passent dans la circulation et vous allez voir tout à l'heure comment, si elles sont opioïdes, peuvent aller dérégler nos cerveaux, mais déjà dérégler même au niveau de l'intestin où on a énormément de neurotransmetteurs. Et développer notre inflammation, développer toute une source de pathologies inimaginables. Et les vitamines, qu'elles ne seront plus métabolisées par les lactobacilles, les lactocoques, et c'est eux quand même qui nous transforment les vitamines vitaux que nous on a besoin pour faire toutes les transformations et les mécanismes de nos cellules et de l'être humain pour vivre, déjà seulement dans nos mitochondries.
cette pollution bactérienne qu'on met en route, on peut l'identifier par une analyse de sel et voir où elle se trouve, si c'est en majorité de bonnes bactéries ou une majorité de mauvaises bactéries. Et à la suite de ça, on peut se rendre compte s'il y a plus une faune de mauvaises bactéries qui ont pris le dessus, alors à ce moment-là, on sait que notre défense immunitaire elle est en baisse, que le manque de vitamines elle est en baisse et tout, et on sait qu'on se dirige vers des pathologies. Les MMP, comme je vous ai dit, ne font pas que ces dégâts dans la villosité intestinale ou hématoencéphalite, ils font aussi des dégâts dans tous les mécanismes rénals et ils vont créer de l'inflammation, des néphrites et jusqu'au cancer des reins. Dans le cœur, c'est la même chose, ils vont nous aider à faire des problèmes d'AVC et de plaques. Tout ça, vraiment, c'est eux les responsables qui mettent en route tous ces problèmes. Eux ne seraient pas touchés par le mercure, la pollution elle serait là, bien évidemment, mais elle ne prendrait pas cette ampleur si le mercure ne viendrait pas donner un coup de main à déstabiliser tout le système des MMP. Et voilà. Donc là, on va parler de cette CMMP, les dégâts qu'ils ont fait dans la paroi intestinale, le système enzymatique qui ne fonctionne plus bien, et donc les peptides alimentaires qui passent dans le flux sanguin et qui vont créer des pathologies psychiques ou physiques. Mais on en a énormément de psychiques. Et ceux-là, on est très loin de croire qu'on peut les soigner. Ça prend du temps, énormément de temps, mais on peut vraiment faire quelque chose. Il faut connaître la source et ensuite se rendre compte avec le temps de remettre à niveau la microflore, le microbiote, mettre à niveau l'absorption et aider à refaire une perméabilité intestinale très très important. Donc ce mauvais découpage, vous allez voir, c'est les travaux du professeur Reichelt qu'il a fait depuis 1960, des recherches sur les peptides opioïdes et qui vraiment, je pense que c'est une analyse la plus simple, la plus facile, avec un peu d'urine, on peut trouver toutes les peptides qui ont été mal découpées, qui sont passées dans le torrent sanguin, qui sont allées percuter dans le cerveau à différents endroits, à faire des dégâts. Donc, c'est vraiment un problème de perméabilité et de mauvais découpage enzymatique. Et grâce aux travaux de ce professeur, qui quand même, ils ont été reconnus, ces travaux par Nobel en 2012, on peut faire confiance et voir que si on se tient avec le temps, avec les années, on peut améliorer la santé de l'autisme de nos enfants. Et là, on voit que c'est plutôt gluten et caséine et encore quelques familles qui contiennent des opioïdes qui sont en train d'étudier, qu'il faut enlever à ces enfants pour qu'ils ne soient pas dans des pathologies psychiques. Et même à ces adultes, ces enfants, un jour, ils grandissent et on a des problèmes d'adultes. Ces peptides opioïdes, ils vont dans le torrent sanguin, tout ça, tout le monde le sait. Ils vont ensuite dans les synapses. Jusque-là, pas mal de psychiatres le savent aujourd'hui, mais jusqu'à présent, on a très très mal étudié des
des choses très pointues. Moi, de mon côté, ça fait 20 ans que j'observe la lumière, j'observe la pupille de mes patients, j'observe le strabisme de ces enfants, j'observe qu'ils sont très intolérants au bruit. J'observe que souvent ils marchent sur la pointe des pieds, qu'ils ont des problèmes d'équilibre, etc. Et tout ça, ça m'a donné envie d'aller étudier plus loin et de savoir qui commande tout ça. Des enfants qui ont des problèmes pipi au lit, et quand ils font un changement, ça va mieux. Des problèmes cardiaques, et ça va mieux quand sous un changement alimentaire. Tous ces problèmes que je voyais que c'était réel, et qu'avec les changements, pas en une semaine, pas un mois, pas 2 mois, mais avec le temps, un strabisme, la vue, les bruits, beaucoup de symptômes s'améliorent et disparaissent. Et j'ai voulu savoir qui allait me commander tout ça. Et j'ai pris les travaux de la toxicité de Boydallet, j'ai pris les travaux du professeur Reichelt de la peptidurie, et j'ai pris les analyses du professeur Nataf et ma clinique. Et sur ça, à force d'étudier, à force de chercher où ils passent ces peptides opioïdes, je peux aujourd'hui faire un lien, une supposition avec la science, que je pense qu'ils ont beaucoup de travail encore à faire, c'est de voir qu'il se passe et qu'ils vont déranger l'hypothalamus, ils vont déranger surtout le colliculus. Et ce colliculus, c'est quand même lui qui prend les ordres, il donne les ordres à la lumière, à notre pupille, à notre nerf optique, etc., qu'à son tour, tout ça fait fonctionner l'hypothalamus. L'hypothalamus, à son tour, encore, je voulais vous dire que le colliculus, c'est lui aussi qui fait le sang, l'équilibre, il joue un très grand rôle, donc il peut être vraiment à la base de quelque chose d'important. Donc là aussi, je pense qu'en faisant le lien que l'hypothalamus, lui, il fonctionne à la lumière, il fonctionne avec la pupille, qu'elle est déréglée, bien sûr, et mal commandée, mal dirigée. La vue de ces enfants, souvent, elle est double. Ils ont des problèmes en myopie. Et tout ça, c'est quand même par manque de vitamine A ou d'autres graisses, mais à la base, derrière, il y a le colliculus et les mauvaises commandes. Et tout ça, ça fait une répercussion sur l'hypothalamus. Cet hypothalamus qui, lui, règle tout le cycle circadien et il règle ensuite l'hypophyse, les surrénales, le cœur, les hormones sexuelles, etc. Donc toute la série de pathologies que je voyais qui s'améliorent quand j'enlève ces peptides opioïdes, qu'ils arrêtent de me déranger le colliculus, qu'ils arrêtent de me déranger l'hypothalamus. Et donc ça, voilà, c'est les travaux que j'ai faits, c'est les travaux que je pense que la science doit se pencher à regarder que ces pathologies psychiques ou physiques, comme la chaleur, c'est l'hypothalamus qui commande, comme le cœur, les battements, c'est l'hypothalamus. Tout ce que c'est la perméabilité, les péristaltiques, donc les constipations et tout ça, plein, les hormones, plein de choses que ces enfants autistes et les personnes à problème, on peut faire le lien de ces pathologies physiques et psychiques en faisant ces changements alimentaires, de ces peptides opioïdes dans l'alimentation, en enlevant le perturbateur de base, tout doucement avec le temps, on peut améliorer plein de symptômes, les pupilles, l'autonomie, la marche, le strabisme, etc. Pas d'un coup de baguette, mais avec le temps, les peptides en étant plus là, on obtient des changements. Voilà, ça je pense que c'est une nouveauté mondiale et à étudier sérieusement entre la toxicologie et les pathologies.
En plus, il faut savoir que quand il y a cette flore bactérienne déréglée, il y a encore les opioïdes. Pas seulement qu'elles sont là, mais il y a aussi les toxiques de ces bactéries qui sont en circulation, qu'il y en a des neurotoxiques et qui peuvent encore venir influencer tout ça. Donc on se trouve dans vraiment un intestin, que ce soit celle du cerveau supérieur, que ce soit celle du cerveau inférieure de l'intestin. Nos deux cerveaux sont en souffrance et ça, on le sait depuis des années. Je suis contente que la science commence à prendre conscience. Voilà, juste quelques petites morphines, la 4, la 5, la C, la B4, la B5, qu'on trouve dans les urines. Et c'est ceux-là qui vont perturber tout ce que je vous ai dit tout à l'heure et qui sont très puissantes et qui vont donner ces pathologies différentes. Mais surtout là, c'est des gens bipolaires, des différences d'humeur, etc. Voici quelques exemples. Et surtout, comme la 1,7 ou comme ça, elles sont la clé très élevée dans les personnes qui ont l'autisme. Ça, c'est une peptide qu'on trouve très élevée dans celles qui n'ont pas de confiance en eux, jusqu'à la dépression et surtout dans l'autisme. Et si on arrive à l'enlever, qu'elle n'aille plus perturber justement nos synapses, notre hypothalamus et notre colliculus, on gagnerait sûrement dans tous les domaines. Ensuite, on a la casomorphine 1,4 et encore plus, mais surtout la 1,4 NH2, qu'elle est très concernée pour les épilepsies, surtout quand en plus il y a la 1,8 et la 1,7, etc. Donc on sait, je l'ai vécu, j'ai beaucoup travaillé avec le professeur Pelliccia de Rome, de l'université, et je peux vous dire que beaucoup d'épilepsies, surtout des médico-résistants, améliorent leur état de vie avec le temps d'une façon considérable si on lève justement ces peptides opioïdes qui viennent dérégler déjà les neurotransmetteurs intestinaux et ensuite les autres. Et ces dérèglements intestinaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, vont toucher les lactobacilles, les lactocoques, etc. Qu'elles sont là pour nous transformer les vitamines, comme la B12, qu'elle est donc tellement déjà pour tout l'entretien de villosité, et nos neurones. Ensuite, elle est dans la transformation des graisses, elle est dans nos neurotransmetteurs, etc. Donc, dans tout ce tableau que je vous ai fait voir de ma méthode, où on étudie tous les liens, où ils se trouvent et ce qu'ils font, mais surtout dans l'homocystéine, qu'elle doit devenir de la méthionine pour calmer, pour un comportement normal. Mais si on continue, ça va dans le SAM, ça va dans les... surtout après, pour finir à faire la fabrication du glutathion, pour nettoyer nos cellules, mais il faut donner un coup de main, il faut avoir ces vitamines pour justement qu'on fasse de l'autofabrication de glutathion dans nos cellules. Et tout ça, on a besoin de voir clair dans les analyses pour pouvoir apporter les bons aliments et les bons nutriments et compléments pour faire remarcher tous les mécanismes. Autrement, on va avoir des problèmes de comportement, de beaucoup de pathologies qui mettent en désarroi des familles et des enfants en institution. Là, je vous fais une petite fiche sur les différentes analyses qu'on fait, comme les porphyrines, qu'elles nous permettent de voir si on a une intoxication, si c'est une intoxication environnementale, médicamenteuse, de bisphénol, nanophénol, ninophénol, si c'est au plomb, si c'est au cadmium, etc. Ça nous permet de voir
la quantité de porphyrine, qui sont celles qui oxygènent nos cellules, qui transportent l'oxygène, si ça fonctionne ou pas. Donc déjà la première étape, c'est important de voir et chercher depuis quand on est intoxiqué et par qui on est intoxiqué. Ensuite, on a les ptérines, ce qui nous permet de voir le taux de dégâts, d'inflammation de notre corps, comme il réagit. Les peptides opioïdes, ils ont passé la barrière intestinale et hématoencéphalique qui sont allés déranger peut-être tout notre réseau de colliculus et hypothalamus et toute la cascade qui s'ensuit. Et ensuite, on a les acides organiques qu'on voit justement sur un cycle de Krebs, comme ils fonctionnent, si la personne absorbe comme il faut les aliments, si ces aliments sont bien disponibles et transmis dans le circuit sanguin pour nous aider à fabriquer notre énergie, etc. Ou si on est en manque d'acides aminés, d'acides gras, de sucre, et qu'à ce moment-là, on doit faire appel à nos propres muscles, etc. Ou par manque de vitamines, on va fabriquer des toxiques encore. On va voir les métabolites microbiens, bien évidemment, pour se rendre compte qu'il y a une flore indésirable. On va voir les composés soufrés pour la fabrication du glutathion, etc. Ensuite, on a les tests sanguins. Ceux-là, ils étaient urinaires. Les tests sanguins, c'est les acides gras membranaires érythrocytaires. Très, très, très important pour se rendre compte si on a des membranes souples, si les nutriments peuvent rentrer correctement. Et si les messages aussi les dégâts de la nourriture ou par mauvaise transformation, on va à ce moment-là poser problème et on a des mauvais acides gras et des risques cardiovasculaires et qu'on prend à temps aussi les problèmes qu'on peut engendrer comme un diabète, etc. par manque de transformation de graisse et de triglycérides, etc. On a les tests, bien évidemment, des sels et encore de salive, etc., pour voir les microbiotes et tout. Je pense que quand on a fait différents tests, on sait vraiment si la personne, elle est déjà très loin dans la mauvaise santé ou à peine au début, et on sait comment il faut tranquillement la ramener sans faire des grandes promesses parce que ça prend beaucoup de temps et il faut bien sûr l'accompagner avec des autres thérapies si c'est le cas sur des enfants autistes, etc., qu'ils ont besoin s'ils ont pour la motricité ou le langage, etc., de besoin. Vous allez voir tout à l'heure, chez Stelior, on a aussi ces accompagnements. Oh, bien évidemment, une analyse très importante pour personnaliser le changement, c'est le cytotest, qui nous permet de voir quel aliment laisse passer les peptides opioïdes, mais les autres aliments qui ne sont aussi pas bien découpés, qui sont aussi par fragments à cause d'un intestin en souffrance, par le mercure, que les villosités sont cassées, que l'intestin est enflammé et que tous des différents aliments mal découpés passent dans le torrent sanguin et à ce moment-là vont faire d'autres dégâts même physiques, et bien ce cytotest, ça nous permet vraiment de maîtriser, de voir avec le temps, bien évidemment. On n'a pas de baguette magique chez Stelior, mais des bonnes pistes, et ça nous permet de bien avancer et de faire des bons réglages.
Ici, vous avez une liste de pathologies chez les enfants et les adolescents, dont l'autisme, l'hyperactivité, l'épilepsie, la dépression, la schizophrénie, les troubles de l'humeur, les troubles du comportement, la violence, les langages, l'apprentissage et tout ça. C'est vraiment des troubles qu'elles sont là, qu'elles sont réelles et que surtout rien se résout si on ne fait pas un changement alimentaire et si on n'accompagne pas ces enfants qui ont de la dyslexie et des troubles de tics, des TOC, etc. L'accompagnement. L'accompagnement, chez Stelior, on a choisi de le faire avec le professeur Borghese. Pourquoi? Parce qu'il voit l'enfant, l'adolescent, la personne qu'elle est touchée par un problème de motricité fine ou de motricité, de langage, etc. Il voit les dégâts, étant lui-même médecin, phoniatre, etc., spécialiste et chirurgien, et avec ses élèves qu'il a formés, il peut demander de suivre ses enfants correctement, bien comme il faut, et suivre les progressions. Donc, ces troubles, alimentairement et avec l'audiophono, encore d'autres pathologies suivies par d'autres méthodes, on essaye de leur donner une panel aux patients et aux parents surtout pour les aider à s'en sortir. Voilà. Avec ça, on a encore l'école de cuisine et c'est la base. À lieu qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir, à pleurer, il faut faire comme moi. Je suis passée avant tout à la cuisine et j'ai commencé à changer l'alimentation. Et oui, il faut passer son temps à voir qu'est-ce qui convient à l'enfant, à vraiment voir ses réactions, savoir gérer tout ça en lien avec la thérapeute et ensuite on contrôle avec les analyses. Si tout se passe bien, même si on ne voit pas encore tout qui change, mais que les analyses déjà nous montrent qu'on est sur le bon chemin, que les choses sont en train de changer, et bien là, on a gagné. Et chez Stelior, on veut que les enfants aient le maximum de choix et de plaisir. Donc on essaye de leur donner les gâteaux, les biscuits, les pizzas, les pâtes. C'est que c'était, il y a 20 ans, pas encore très facile à trouver dans les magasins ou comme ça. Ben, avec le temps, aujourd'hui on trouve des très bons produits et une grande partie, bien sûr, il faut que les mamans les fabriquent et qu'au moins elles sont sûres de tous les produits qu'ils donnent. Et ensuite, il faut personnaliser les sucres, les changer, donner des sucres qui ont des nutriments. Comme le sucre de palme, le sucre de coco, etc. Des bons sucres, des sirops de palme, des sirops de kétoul, des sirops d'érable, etc. Et surtout donner des bonnes huiles, faire un équilibre entre les oméga 3 et oméga 6 parce que j'ai jamais quasiment trouvé des enfants, des analyses où il y a cet équilibre. Il y a toujours les oméga 6 qui prédominent et ça pose problème dans les membranes, dans l'assimilation, dans le dialogue des cellules, etc. Donc c'est une des bases, l'alimentation des acides gras à vérifier, à changer, individualiser ce que les enfants, chacun en a besoin. Donc il faut apprendre tout ça aussi aux parents et l'école de cuisine pour les aider à faire des repas de tous les jours, des repas de fête, etc. Et on fait appel à tout un bataillon de très bons cuisiniers et de cuisinières. Ensuite, les thérapeutes, une fois formés,
ben, ils ont une très lourde responsabilité, c'est de faire des très profondes et logiques anamnèses, demander, scruter, prendre plein d'informations pour qu'on puisse après faire une grille synaptique et vraiment aider le patient à voir clair, à voir comment ça s'est passé, depuis quand, comment, les liens, etc. Donc c'est vraiment un travail très très pointu que ça nous prend entre 3-4 heures et des fois voire même plus. Et après, en ayant tous les documents qui vont avec et scruter tous les médicaments, etc., que nous, on ne va pas enlever, mais qu'on va voir s'ils contiennent aussi du lait, du maïs, etc. Et on enlève. On enlève bien évidemment aussi le maïs, parce que le maïs, oui, il perturbe la fabrication de la B3, comme c'était pendant des années la pélagra, qu'elle était très connue en Europe, et qu'on sait qu'il ne laisse pas transférer notre tryptophane en B3 et en sérotonine. Donc nous, on a besoin de ce tryptophane pour que ça devienne de la sérotonine, de la mélatonine et qu'on aille de la B3 pour nos neurotransmetteurs. Et le maïs, c'est un perturbateur et on sans compter la polémique, contient gluten ou pas gluten. Oui, non contient, mais à part ça, c'est un perturbateur de la B3 parce qu'il n'est pas niastamisé et un maïs non niastamisé vient bloquer cette transformation de la B3. Je vous le donne comme information, ça peut être utile vraiment à toutes les personnes qui font des changements alimentaires et en enlevant le blé et en mettant le maïs. C'est une grande faute pour moi et j'obtiens seulement des résultats quand j'enlève tout le maïs et aussi le maïs dans le sucre, le mannitol, tout partout ce qui contient du maïs dans les médicaments, etc. Et c'est là que j'obtiens vraiment les meilleurs résultats et que j'ai plus de peptides opioïdes qui passent dans le torrent sanguin. Donc j'ai vraiment la preuve que tant que j'enlève pas le maïs, il reste des opioïdes aussi. Voilà. Ensuite, la polémique des chélations. La chélation, eh ben, c'est un tremblement de terre. On vient faire du DMPS, DMSA sur des corps qui sont déjà sans glutathion, qui sont déjà très pauvres en calcium, en magnésium, en vitamines, et la plupart des choses vont ressortir sous chélation parce qu'ils sont dans la circulation sanguine. Ces enfants qui sont autistes, touchés par l'autisme, n'ont très peu dans les cellules érythrocytaires et donc on leur cause encore plus de dégâts. Et après, je pense qu'il faut vraiment connaître bien comment ça se passe, que le mercure va dans les cellules et qu'il faut que les chélateurs puissent penser dans les cellules, c'est que ce n'est pas si évident, parce qu'il faut qu'ils soient tous lipophiles et non pas hydrophiles pour pouvoir passer. Et donc renseignez-vous bien qu'une chlorella, une spiruline, un DMPS, un DMSA, un EDTA sont pas peut-être lipophiles comme vous pensez et qui vont vous faire des nettoyages. Pensez-y que ces enfants ne sont pas des simples torchons qu'on met à laver et qu'on sort tout blanc. Le mercure est là et de toute façon on en reçoit tous les jours du mercure en mangeant des aliments, en buvant, en respirant. Donc essayons déjà de s'éloigner des sources, c'est peut-être mieux et pas essayer de sortir du mercure qui circule, qu'on a eu le jour avant à travers un aliment. Et ce que je viens de vous dire,
Ben, c'est un petit peu le résumé de toute la méthode, d'aller voir tous les mécanismes, comme ils fonctionnent, et d'être à l'écoute et de bien regarder et d'accompagner ensuite la personne dans tous les sens et surtout dans l'alimentation et dans ses besoins journaliers. Voilà, je pense que c'était un tout petit résumé de la vie de Stélior, de ses travaux, que ça prend 2 ans pour former une thérapeute. Alors, de vous expliquer ça en quelques minutes, j'espère d'avoir donné des informations importantes pour vous tous. Et je vous dis à bientôt. Merci.